Salut, c'est Doc Lily, pédiatre fan de littérature jeunesse. Cet été, on s'attaque aux écrans et leurs effets sur nos enfants. On entend parler de tellement de choses que c'est compliqué de s'y retrouver et je vous propose tout l'été une série de vidéos pour essayer d'y voir plus clair. Nous avons déjà abordé les généralités et la complexité de l'analyse des données actuelles et dans l'épisode 2, nous avons parlé des tout-petits. Et bien maintenant, parlons des enfants un peu plus grands, les 3-10 ans. Je m'appuie pour cet épisode, comme pour tous les autres d'ailleurs, sur le rapport d'experts qui est sorti au printemps dernier et sur toutes les données récentes et ouvrages de référence dont vous avez évidemment tous les liens en description. Et je remercie, comme pour les autres épisodes, Marion Haza de l'association Open, l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation au numérique, pour sa précieuse collaboration. Je vous invite d'ailleurs grandement à aller visiter leur site. Alors, aujourd'hui, on parle des enfants de 3 à 10 ans, âge maternel élémentaire. Quels sont les effets des écrans sur eux? Et comment réguler leur consommation et avoir un usage raisonné, tant que faire se peut? Vaste programme. Et pensez à vous abonner pour suivre tous les épisodes. Allez, c'est parti. Entre ceux qui comparent la pratique des écrans à la prise de drogue dure, ou les autres qui parlent du risque de devenir autiste en regardant la télévision, ce qui n'a absolument aucune base scientifique d'ailleurs, et ceux qui, à l'inverse, considèrent que les enfants, parce qu'ils sont nés avec, n'ont pas besoin d'éducation au numérique, avec le fameux mythe des digital natives, moi, il me semble tout à fait normal que les parents soient complètement dans la confusion et perdus. Alors, première fake news. Non, les écrans ne donnent pas de TSA, troubles du spectre autistique, ni de TDAH d'ailleurs, les troubles de l'attention avec hyperactivité. Les médecins spécialistes nous ont bien expliqué que ces troubles sont des troubles du neurodéveloppement intrinsèques au développement cérébral et qu'ils ne sont pas causés ni par l'environnement, ni par les choses qu'on pourrait faire avec eux. Ils ne sont pas induits. Par contre, les enfants qui ont ces troubles du neurodéveloppement peuvent avoir effectivement un usage particulier des écrans, en lien d'ailleurs avec leurs troubles du comportement. Mais ce n'est pas la même chose. Et deuxième fake news, non, il n'y a pas à proprement parler d'addiction aux écrans, au vrai sens du terme de la pathologie addictive. C'est-à-dire au sens que les addictologues et médecins spécialistes des addictions le donnent. Le diagnostic d'addiction est complexe et il faut plusieurs éléments sur un certain temps pour pouvoir le poser. Attention aux raccourcis qu'on peut faire. C'est un peu comme quand on dit qu'on a la grippe dès qu'on a un peu de fièvre. Vous voyez? Bon, eh bien parler d'addiction concernant les écrans, c'est extrêmement compliqué et en réalité, ça concerne que très peu de personnes. Par contre, les méthodes utilisées par les développeurs des réseaux sociaux et les concepteurs de jeux vidéo, par exemple, sont addictogènes. Ça, oui, parce que justement, ils nous incitent à consommer un peu comme les bonbons à la caisse du supermarché pour les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois ces bases posées, il faut aussi sortir du seul temps d'écran et prendre en considération l'usage que l'on en fait et bien sûr les contenus. Évidemment, cela n'est pas comparable de laisser un enfant seul, passif devant un écran, que de jouer avec lui à un jeu vidéo, regarder un film en famille ou faire d'ailleurs une visio avec les grands-parents. Ce qui pose problème, c'est l'écran trop souvent, trop longtemps, mais surtout non accompagné. Et au contenu inadapté à l'âge et à la sensibilité et la maturité de chaque enfant. Et quand on dit trop longtemps, c'est toujours en comparaison avec les autres activités. Les temps d'écran doivent être une activité comme une autre en fait, et pas à la place d'eux. Il y a aussi le sport, les activités culturelles, plein d'autres choses, la lecture évidemment. L'écran ne doit pas prendre toute la place. Les études montrent effectivement des associations entre surexposition aux écrans, dont soit, comme on vient de le dire, un très grand nombre d'heures avec un déséquilibre net par rapport aux autres activités, et des associations donc avec un ralentissement des acquisitions du langage, par exemple, une altération des capacités d'attention, une diminution des capacités d'autonomie et des habiletés sociales. Mais en fait, il n'y a pas de lien de causalité qui soit clair. Et les études, comme je vous l'ai bien expliqué dans le premier épisode, prennent en compte essentiellement la télé et moins finalement les écrans interactifs et nomades. Et l'impact n'est probablement pas tout à fait le même.
Nous avons vu dans l'épisode 2 l'importance des interactions dans le développement de l'enfant et de la relation parent-enfant. Un enfant a besoin de sécurité, d'attention de la part de ses parents et de la disponibilité de la part des adultes qui s'occupent de lui, pas que les parents d'ailleurs. Et toutes ces figures d'attachement. Ça permet de le soutenir émotionnellement, de valoriser toutes ces découvertes, ces expérimentations et de lui permettre de devenir de plus en plus autonome. Le caractère interactif d'un écran stimule l'intelligence intuitive, l'observation, la formulation d'hypothèses, la capacité d'anticipation, la créativité aussi, ou la réflexion stratégique. Et associé à un accompagnement d'un adulte en co-visionnage, cela, oui, peut avoir des effets positifs sur les apprentissages et le transfert de connaissances, relativisant. Les études actuelles tentent à montrer que l'effet des écrans seuls sur le développement de l'enfant est finalement relativement faible et qu'il faut absolument prendre en considération le reste, l'environnement, l'accès aux jouets, aux autres loisirs, aux autres activités, mais aussi la disponibilité des adultes qui s'occupent de lui, disponibilité physique, mais psychique aussi, et l'importance de cette relation. Le plus important finalement, c'est peut-être ce qui se joue autour de l'écran, dans la relation, mais aussi à la place de l'écran, dans les alternatives qu'on va pouvoir proposer aux enfants, ou qu'ils peuvent d'ailleurs imaginer par eux-mêmes. Et pour se donner des idées, je vous renvoie vers le site mpedia.fr et leur programme Moins d'interaction, plus d'écran extrêmement intéressant, ainsi que sur d'autres références dont tous les liens sont bien sûr en description. Et dans un prochain épisode, nous parlerons de notre place de parents aussi dans ce monde numérique justement. Nos enfants sont nés dans un monde numérique et les écrans sont partout, à la maison, à l'école, dans l'espace public et surtout dans les mains des adultes et des parents, de tout le monde quoi. D'ailleurs, c'est bien nous les parents qui leur mettons les écrans dans les mains à nos enfants. Ils ne l'achètent pas tout seuls. Aujourd'hui, l'âge moyen d'acquisition d'une console de jeux vidéo ou d'une tablette est de 8 ans, d'un téléphone de 9 ans et d'un smartphone, c'est-à-dire avec connexion Internet et possibilité de réseaux sociaux, 11 ans. Et c'est comme tout, les enfants ont besoin d'apprendre à se servir de ces outils. Sauf qu'informer sur quelque chose qu'on connaît mal, c'est pas facile. Et si on veut accompagner nos enfants dans ce monde numérique, eh bien, il y a quand même quelques données à connaître pour ne pas tomber dans certains pièges et avoir conscience de certains enjeux pour les leur expliquer et poser peut-être des limites. Les études ont montré qu'un enfant entre 3 et 6 ans passait en moyenne 2 heures par jour devant un écran et entre 2 heures et 3 heures pour les enfants un peu plus grands entre 6 et 10 ans. Et que chaque foyer français possédait en moyenne 10 écrans. Ça fait peur, hein? Mais réfléchissez, vous verrez, on y arrive très très vite. Les seules données sur lesquelles tout le monde s'accorde sont celles sur le retentissement et les effets négatifs, directs ou indirects des écrans sur le sommeil, la sédentarité et l'activité physique, avec le risque de surpoids, voire d'obésité, et en cascade, toutes les pathologies qui peuvent en découler, comme par exemple les maladies cardiovasculaires. Ainsi que sur la vue. Sur le manque d'activité physique, il est clair aussi que la crise Covid, avec les différents confinements et les fermetures des différentes salles de sport, n'ont absolument pas aidé. On est bien d'accord. Chez les enfants, le sommeil joue en outre un rôle capital pour l'ensemble du développement et intervient de façon cruciale, notamment dans les processus de mémorisation, dans la mobilisation des capacités attentionnelles et dans la régulation des émotions. Mais aussi dans les processus métaboliques, endocriniens, immunitaires. Ce n'est pas finalement que du simple repos. Normalement, un enfant entre 3 et 6 ans est censé dormir entre 10 heures et 13 heures par nuit, et un enfant de 7 à 10 ans entre 9 et 11 heures. Eh bien, des fois, on en est loin. Et globalement, les enfants manquent de sommeil, avec pour conséquence des difficultés d'apprentissage, un ralentissement sur l'attention, une moins bonne mémorisation, moins de concentration, et le risque de survenue d'autres maladies à moyen ou à long terme. C'est pas anodin en fait. La généralisation des écrans le soir et parfois même pendant la nuit, ou justement pour s'endormir, conduit mécaniquement à réduire le temps de sommeil et perturbe aussi sa qualité, à la fois par la stimulation via les images qui sont regardées avec le son, le défilé, les mouvements, les bruits et la luminosité, mais aussi à cause de la lumière bleue qui est générée,
qui produit un décalage de l'hormone qui justement nous aide à nous endormir, la mélatonine. Bon, après, c'est un peu comme une grosse bataille de guillis avant de dormir. Ça marche pas pour s'apaiser et s'endormir. Donc pour une bonne hygiène de sommeil, il faut du temps calme et si possible sans écran dans les 2 heures qui précèdent l'endormissement. Donc le mieux, c'est déjà que l'écran ne soit pas dans la chambre de l'enfant et qu'il vaut mieux lire un bon livre, évidemment. Autre donnée qui est assez claire, les enfants ne sont plus assez actifs et sont trop sédentaires, avec un risque important de surpoids, voire d'obésité, et avec toutes les conséquences sur la santé que cela peut avoir. Il y a déjà globalement une diminution des activités physiques chez les enfants, et forcément, si en plus de ça, on rajoute beaucoup de temps passé sur l'écran, ça n'aide pas. Et manger devant un écran non plus. Parce que le fait de manger devant un écran va happer l'attention de l'enfant qui va alors manger plus par automatisme, par réflexe et qui ne va pas prendre le temps, déjà, 1, de découvrir ce qu'il y a dans son assiette et 2, de discuter avec les gens qui sont autour de lui. Or, les repas, et on l'a déjà vu dans le 2e épisode, sont un moment de convivialité et d'échange en famille qui renforce les liens et favorise aussi justement la communication et développe encore plus le langage. Alors, éteignons nos écrans pendant le repas et discutons. Sauf que ça vaut pour tout le monde, on est bien d'accord. Les enfants, mais les adultes aussi. La lumière bleue semble également impliquée dans le risque de myopie qui est en très forte augmentation chez tous les enfants au niveau mondial. Les activités régulières en plein air, exposant justement à la lumière naturelle avec une vision possible de loin, prévient la survenue de la myopie. Et c'est une mesure extrêmement efficace. Et en plus, ça nous fait faire un petit peu d'activité physique et de sport, alors c'est tout bénef, profitons-en. Il y a d'autres risques qui sont soulevés, mais aujourd'hui, on n'a pas assez de données et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour en savoir un peu plus et peut-être que dans les prochaines décennies, nous y verrons encore plus clair. Ce qui nous intéresse plus, c'est l'effet des écrans sur le développement cognitif et neuropsychologique de nos enfants. Et en fait, sur ça, c'est beaucoup plus compliqué de tirer des conclusions claires et pertinentes, et nous avons vu pourquoi dans le premier épisode. Je vous invite à aller le regarder. Les études montrent en effet des associations entre des effets négatifs sur le neurodéveloppement et la surexposition aux écrans, mais finalement pas réellement de lien de causalité, parce qu'il y a bien d'autres facteurs qui sont intriqués et qui rendent l'analyse d'autant plus complexe, comme l'environnement, les alternatives qui sont proposées à l'enfant, et le niveau socio-économique. Finalement, on ne peut pas vraiment dire que les écrans en eux-mêmes sont nocifs ou toxiques pour le développement cognitif. Mais le principe de précaution incite à limiter quand même le temps d'écran chez les moins de 6 ans. Et je ne parle pas ici de l'utilisation du support numérique pour les enfants à besoins particuliers pour lesquels cela peut être un véritable outil de prise en charge et de compensation du handicap. On est bien d'accord. Et puis, il faut faire aussi attention à notre propre consommation d'adultes. La technoférence, comme on l'appelle, désigne justement l'interférence de l'écran dans la relation entre l'enfant et l'adulte qui s'occupe de lui, le parent, mais aussi le professionnel. Relation qui est coupée par la distraction de l'adulte par l'écran. Sauf que l'enfant, et pas que le tout petit, même à cet âge-là, il a besoin de ces interactions, il a besoin de cette attention que l'adulte lui porte, qui est un support indispensable à la communication, au soutien de ses acquisitions, de ses apprentissages, mais aussi répond à son besoin fondamental de sécurité et d'attachement. Et puis, on ne donne pas vraiment le bon exemple. Si on est scotché à son téléphone, ça va être difficile de lui expliquer que lui ne doit pas y être. Les écrans peuvent être un formidable outil d'apprentissage par son ouverture sur le monde, qu'il propose l'accès à des informations et des données incroyables. Mais l'enfant entre 3 et 10 ans a besoin d'être accompagné et le laisser seul peut comporter des risques, notamment d'ailleurs s'il tombe sur des contenus qui sont inappropriés, voire qui peuvent le choquer. Propos sexistes, propos haineux, violence, pédophilie, pédocriminalité, pornographie, avec l'impossibilité pour lui d'y mettre du sens et de prendre un peu de recul, et avec une énorme charge émotionnelle qui peut complètement l'envahir. Alors, il vaut mieux être avec lui ou pas très loin, pour être aussi attentif à leur réaction, débriefer ce qu'il a vu, qu'il puisse exprimer ses ressentis, déconstruire en direct certains propos qu'il a entendus ou certaines représentations ou stéréotypes. L'Open a d'ailleurs fait un document extrêmement intéressant sur ce point et l'utilisation des écrans en famille, et vous avez tous les liens en description, bien sûr.
Alors 1. On respecte les âges indiqués sur les contenus et les programmes, les films et les jeux vidéo. Mais on adapte aussi à la sensibilité de chacun. Et ça, il n'y a que les parents pour savoir. 2. On en discute et on garde le dialogue ouvert. Et 3. On anticipe en abordant toutes ces thématiques en amont. Parler de racisme, de solidarité, parler d'intimité, de pudeur, de consentement, des stéréotypes de genre, avant qu'Internet ne le fasse. Et je vous renvoie évidemment sur les vidéos avec les livres qui peuvent vous aider. Justement, aborder ces sujets, oui, délicats, mais ça peut leur permettre de garder un peu de distance le jour où, potentiellement, ils tomberont sur certaines images. Et puis, quand on parle de consentement et d'intimité, il faut aborder aussi l'identité, l'intimité numérique. Pas facile de distinguer à cet âge-là l'espace intime de l'espace public, la notion de point de vue, de l'autre notamment, et pour pouvoir prendre du recul avec les affirmations des influenceurs qu'ils voient sur YouTube, par exemple. Pour les plus grands, il faut aussi leur apprendre à surfer sur Internet, utiliser des serveurs, des logiciels, des applications qui sont adaptées, expliquer comment faire une bonne recherche, savoir expliquer si une image, comment l'analyser, savoir parler si une image les choque. Le dialogue et la parole libérée sont la base pour prévenir et accompagner les enfants. Alors, intéressez-vous à ce qu'ils font sur les écrans, voire regardez avec eux. Ils seront d'ailleurs très contents que vous vous intéressiez à leur centre d'intérêt, même s'ils sont très différents des vôtres, on est d'accord. Et puis, il faut stimuler l'esprit critique, parce qu'en plus aujourd'hui, avec l'avènement de l'IA et des deepfakes, ça va devenir de plus en plus compliqué. Il faut expliquer les fake news, et il faut expliquer comment fonctionnent les algorithmes pour qu'ils puissent se préparer, et que tout ce qu'ils voient, c'est pas forcément vrai. Attention aussi aux images de nos enfants que nous, parents, nous partageons et nous postons sur Internet ou sur les réseaux. Sans leur consentement d'ailleurs le plus souvent. Il n'est jamais trop tard pour parler avec eux d'intimité numérique et de comment s'approprier leur image et respecter celle des autres. Pour les plus grands, on peut leur apprendre à analyser une image ou une vidéo par exemple, à aller inspecter sa source, sa fiabilité. Mais encore faut-il savoir le faire soi-même. Il y a plein de ressources, de tutos et de sites spécialisés de médiateurs en numérique, renseignez-vous. Les enfants de cette tranche d'âge jouent aussi beaucoup aux jeux vidéo. Et en fait, c'est une culture à part entière. Une activité de découverte, un amusement, autant pour eux que pour les adultes d'ailleurs. Et il y en a aujourd'hui pour tous les goûts. Une bonne partie de Mario Kart en famille, c'est sympa, non ? Sur Internet, il y a aussi beaucoup de créativité comme les tutos, les contenus informatifs, les séries, les animés et même les plateformes d'écriture. Tout n'est pas négatif. Les enfants ont besoin de nous pour leur montrer l'exemple, les accompagner dans l'utilisation de ces nouveaux outils, leur en expliquer les atouts, mais les pièges aussi, et les risques, et les aider à limiter le temps d'écran. Parce que l'autorégulation à cet âge-là, ça marche pas, c'est extrêmement compliqué. C'est comme le mettre devant un énorme sac de bonbons en lui demandant de surtout ne pas y toucher. Oui, c'est pas possible. Même pour moi, je suis pas sûre que j'y résisterais. C'est bien notre rôle de parents de savoir ce qui est bon pour lui et de lui expliquer et de l'accompagner. C'est vrai que l'autorégulation, même à notre âge, c'est pas facile. Donc, encourageons les bonnes pratiques. 3 conseils. Apprendre l'autorégulation en fixant une durée, par exemple, pour regarder des contenus spécifiques. Pourquoi pas avec un timer. Ou gérer en programme ou en épisode en fonction du contenu avec un début et une fin. 2. Proposer d'autres activités créatives, sportives, avec du lien social. L'écran devient alors une activité comme une autre qui va s'insérer dans le quotidien des enfants. Il ne faut pas non plus que ça devienne une récompense. Et 3. Accompagnons les enfants, discutons de leurs usages, ne soyons jamais loin quand ils regardent pour pouvoir éventuellement débriefer, restons attentifs à leurs réactions, écoutons-les nous raconter ce qu'ils ont vu et nous raconter ce qu'a fait leur personnage préféré, débriefons et transmettons des informations et expliquons les enjeux en suscitant surtout leur esprit critique. Et on évite les moments clés. Je vous propose les 4 pas de Sabine Duflo qui sont assez simples. Pas le matin, pas dans la chambre, pas avant de dormir et pas pendant les repas. En conclusion, apprenons, comprenons pour transmettre ces informations
à nos enfants, d'où l'intérêt d'une éducation au numérique. Et là encore, je vous renvoie vers le site de l'Open et les ouvrages de référence dont je vous ai mis les liens en description, qui pourront, je pense, vous aider, parce que moi j'y ai trouvé plein de réponses. Le rapport d'experts conclut que nous devons refuser que les enfants deviennent des marchandises, des cibles de notifications infinies, scotchées à des systèmes de récompense, pensés pour être irrésistibles, avec un temps libre qui devient fortement numérique. Nous ne pouvons accepter que leur esprit, leur temps, leur vie soient assimilables à des données monnayables. Là où le numérique peut être utile, là où il est susceptible de changer en mieux la vie des enfants, il faut l'utiliser sans risque pour leur santé physique et mentale. L'éducation au numérique et à ses usages pour nous et pour eux, pour redonner à chacun la capacité de choisir sa vie, d'agir, d'équilibrer sa vie numérique. C'est une belle conclusion, non ? Allez, dans le prochain épisode, on s'attaque aux ados. Vous l'attendez celui-là. Et ensuite, on verra comment se positionner en tant que parent et quelles sont les recommandations qui aujourd'hui sont émises. Allez, vous voyez, moi aussi j'essaye de vous garder connectés. À la semaine prochaine!